Bienvenue sur Apprendre ou pas, le podcast décousu de fil blanc qui parle des apprentissages de la vie. C'est parti pour ce 7e épisode intitulé « Apprendre le regard des autres ou pas ». J'ai eu cette conversation plusieurs fois les derniers temps et d'ailleurs j'en ai fait des publications sur mon compte en texte sur le regard des autres. Et la suggestion de thème qu'on m'a fournie, c'était ignorer le regard des autres. Et une autre suggestion qu'on m'a fournie, c'était accepter le regard des autres. Et je me suis dit autant raccourcir en mettant justement apprendre le regard des autres ou pas, puisque on va mettre ce verbe d'action là, ignorer ou accepter, dans cette idée de ma vision de la vie. Est-ce que je suis dans une vision alors je reviens toujours sur ces notions de développement personnel qui m'invitent à accepter que les choses sont ce qu'elles sont? Est-ce que je suis dans une vision plutôt dans mon mode de survie, de fuite? Donc j'ignore, je veux devenir aveugle et sourde et non sentiente de tout ce qui se passe autour de moi, ou encore affronter le regard des autres, on l'entend aussi souvent. Et donc en fait, si je place un verbe, peu importe quel verbe je place devant le regard des autres, quelque part je perds de vue le sujet du regard. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui sur cette expression qu'on emploie tous sans trop finalement faire de sens dessus, c'est le regard des autres. Est-ce que c'est vraiment le regard de l'autre qui me dérange? Le regard, c'est quoi? C'est le fait d'être regardé par une personne, par les autres. On n'identifie pas qui sont les autres. On met tout le monde dans le même panier. Et donc, à quoi ça tient? Est-ce que j'ai vraiment peur qu'on me regarde? Et si j'ai peur qu'on me regarde, de quoi j'ai peur exactement? Est-ce que ça me dérange qu'on me regarde? Je me sens en danger quand on me regarde? Est-ce que j'ai l'impression qu'on va me juger, me condamner, me punir, poser une sentence irrémédiable sur moi? Et je pense que c'est pas tant le regard qu'on pose sur nous qui nous dérange, mais les conséquences que ça va produire. Et alors bien sûr, si vous avez déjà entendu parler de la pyramide de Maslow, on a cette notion d'appartenance. On a besoin d'appartenir au groupe, puisque si on est exclu, alors on meurt. Donc forcément que notre mode de survie s'active. Ou alors des 5 blessures de Lise Bourbeau par exemple. Et à quel point ça nous amène toujours dans cette notion d'appartenance. Est-ce que je vais mourir si je suis rejetée? Est-ce que je vais mourir si on me met de côté, on m'abandonne? Est-ce que je vais mourir si je me suis fait humilier par les autres? Parce que fondamentalement, notre besoin d'appartenance, il tient à quoi? Il tient à notre besoin d'être aimé, à notre besoin d'être apprécié, d'être connu des autres, d'être reconnu par les autres, d'être valorisé, d'être connu et reconnu pour la valeur qu'on porte. Et donc on a une petite tendance quand même à courir après ça. Et parce qu'on court après cette valorisation, alors on a peur du jugement, alors on a peur de la condamnation, de la punition, de la sentence. Tout ça, ça tient vraiment toujours à cette notion du fait qu'on voit le bien ou le mal partout. C'est une question de point de vue, hein, la façon dont on a été, mis dans le monde après la naissance. Et pour moi, cette notion de voir le bien partout, voir le mal partout, elle est très manichéenne et elle nous empêche de faire preuve de discernement.
en fait, on le sait, même si on préfère ce côté de polarité, tout noir, tout blanc, que la vie, elle est multifacette, que c'est plus de l'ordre du prisme, de la nuance entre les extrêmes, que dans justement ces polarités. Et souvent, le discernement, si j'arrive à être toujours dans mon espace de sécurité, dans ces moments où je me sens regardée par les autres, alors ça m'amène à pas noir ou blanc comme réponse, mais à une multitude de potentiels, de possibles. Peut-être ça va me dire RAS, la situation est cool, aucun danger. Peut-être qu'il va y avoir une alerte en moi qui passe par le corps, les émotions, les pensées, qui va me dire ça c'est une blessure qui m'appartient, ça c'est quelque chose qui me fait du mal, que j'ai installé depuis longtemps dans mon fonctionnement. Ou alors, ça va me dire appelle la police, il y a un problème, il y a un danger, là, dépêche-toi, fais quelque chose, passe à l'action. Et en fait, c'est aussi important pour moi, ce discernement, parce que c'est pas tout noir, tout blanc. Il y a les nuances. Et le discernement, c'est cette capacité que j'ai à pouvoir observer les nuances et à me dire ok, ça c'est cool, ça c'est pas cool, ça c'est dangereux. Et tout ce qu'il y a entre eux, bien sûr. J'en donne quelques-unes. Donc la mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a été conditionné, plus ou moins, d'une façon plus ou moins dramatique, chaotique, soit à nous organiser dans cette vision du monde que tout est dangereux, que les autres sont dangereux, que la vie est dangereuse, que la vie ne me veut pas du bien, qu'elle me met face à des épreuves qui vont me faire souffrir, et donc par enchaînement que la vie me veut du mal, que tout est dangereux, et donc il faut que je me protège, il faut que je construise des barrières, des murailles, des protections. Ou alors on a été plutôt conditionné à voir la beauté de la vie, le fait que la vie nous veut toujours du bien, le fait que tout le monde est gentil, le fait que jamais personne ne sera malveillant avec nous, que tout doit se passer comme ça se passe et que même les épreuves finalement sont belles. Alors c'est deux extrêmes encore une fois. Est-ce que la vie te veut du bien? Est-ce que la vie te veut du mal? Ou est-ce que la vie veut que tu vives? Point. Et est-ce que la vie se soucie et se nomme bien et mal? Est-ce que c'est pas nous qui avons besoin à un moment, comme on expérimente le chaud et le froid, le noir et le blanc, etc., dans les polarités, de pouvoir dire ça c'est bien, ça c'est mal? Est-ce que ça nous aide à nous façonner? Dans notre conditionnement, clairement, si je reprends par exemple l'introduction du livre de Don Miguel Ruiz sur les accords Toltec, il vous dit, vous arrivez dans le rêve du monde que vous avez choisi, avec une famille qui a ses spécificités, avec une culture qui a ses spécificités, un folklore, des traditions, des limites. Et en fait, on n'a pas tous les mêmes limites culturelles, d'éducation, de parentage, etc., selon le lieu où on se situe, en fonction des familles dans lesquelles on tombe. Même dans le même pays, on n'aura pas affaire au même sujet. Et donc ça nous conditionne. Et notre conditionnement nous échappe. Alors si on prend les théories de spiritualité, votre âme a choisi son incarnation, donc elle est arrivée à l'endroit où elle voulait arriver pour expérimenter ce qu'elle souhaitait expérimenter, sans jugement de bien ou mal, en sachant que tout ne serait pas de l'ultra-confort et de la douceur et du bien, et que ça allait secouer, remuer et être chaotique parfois.
Ceci étant dit, en fait, vous êtes dans ce conditionnement et la question c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Et ce qu'on en fait, dans les mauvaises nouvelles, vous n'allez pas pouvoir exiger à vos parents qu'ils vous rendent l'enfance que vous souhaitiez avoir, que vous pensez mériter. Alors parfois on pense qu'on mérite la punition, donc après question de point de vue. Mais en tout cas c'est une certitude, on ne peut pas exiger à nos parents de changer l'histoire puisque l'histoire est déjà faite. La dernière mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne peut pas exiger de nos proches qu'ils répondent à tous nos besoins pour nous faciliter la vie en permanence, puisque chacun a ses enjeux de vie, a ses propres craintes d'être rejeté, d'être dévalorisé, de ses propres craintes de la condamnation qu'il pourrait recevoir. Et donc, encore une fois, comme toujours, on ne peut rien exiger des autres, on peut entrer en lien avec les autres, on peut communiquer si on a réussi à identifier nos propres besoins et on a ce choix, et ça c'est la bonne nouvelle, on a le choix de se dire qu'il n'est jamais trop tard pour identifier quels sont nos conditionnements et passer à l'action. Et bien sûr que l'identification, ça demande de prendre le temps. On ne peut pas se dire d'un claquement de doigts, je vais voir tous mes conditionnements et d'un claquement de doigts, je vais les faire disparaître pour en mettre des nouveaux à la place. Je vais avoir besoin de faire de nouvelles expériences, d'être dans ce choix d'action, de me dire désormais, je me pose la question de ce qui se passe en moi quand je suis regardée par les autres. Est-ce que j'ai peur du jugement ? Est-ce que j'ai peur de la condamnation ? Est-ce que j'ai peur de la punition ? Tout mon système me dit qu'on l'a déjà vécu et qu'on va forcément le revivre puisqu'on l'a déjà vécu. C'est comme ça que la vie fonctionne. Ou pas. Donc, petit à petit, est-ce que je suis dans cette démarche de devenir quelque part mon meilleur ami, un bon parent pour moi? J'avais déjà utilisé cette expression pour reprogrammer petit à petit mes comportements de survie, pour reprogrammer ma confiance en moi, en ma capacité à identifier ce que je vis, à identifier si la situation me fait courir un danger potentiel ou en fait c'est dans mon imaginaire parce que dans mon schéma de fonctionnement on m'a dit d'être vigilant à ces éléments potentiellement dangereux. Et est-ce que je suis prête à reprogrammer en moi, dans mon dialogue intérieur, de moi à moi, tous ces commentaires et ces jugements désapprobateurs, destructeurs, tous ces jugements à partir desquels je me condamne, je me mets moi-même ma punition. Est-ce que je me fie à la loi des hommes ou est-ce que je me fie aux lois que je me suis créées pour me punir, pour m'empêcher de faire certaines choses, alors bien sûr qui sont liées à mon conditionnement. Et pour ça, encore une fois, on en revient à cette notion de prendre le temps d'identifier ce qui se passe en nous. Parce que la peur du changement, c'est quelque chose qu'on vit tous et donc parfois on va mettre en déni des choses dans l'intérêt de se protéger. Donc dans cette démarche d'identification, il faut se dire là maintenant tout de suite à quel point je peux être honnête avec moi-même quand je fais cette identification. Et parfois, on colle à nos schémas et même si on a fort envie de se reprogrammer pour être dans un conditionnement tourné vers justement cette honnêteté avec soi, ce discernement, cet apprentissage d'être regardé par les autres, est-ce que j'accepte l'idée d'être vue ? Est-ce que j'accepte l'idée d'être bien vue ? Et qu'est-ce que ça veut dire être bien vu ? Est-ce que si j'accepte d'être vue, alors j'accepte aussi qu'on ne va pas voir que les très jolies parties de moi que je veux montrer, mais tout ce que je suis,
Et comme la vie et les situations, je ne suis pas toute noire, toute blanche. Je suis pleine de nuances. Et donc, en constant changement. Le matin, je me réveille. Je peux être de très mauvaise humeur et être très désagréable avec ma famille. Et arriver au travail et être très agréable avec mes collègues. L'un n'empêche pas l'autre. Je ne suis pas tout le temps dans la même énergie. Donc, est-ce que j'accepte cette idée à un moment que je ne suis pas que méchante, que gentille, que belle, que moche, que pire, que meilleure? Si je reprends les enseignements des Shaolin, ils disent si vous acceptez le compliment, alors vous acceptez la critique. Et bien souvent, on court après les compliments et on fuit de la critique. Parce qu'on a envie, toujours encore une fois, dans cette idée de vouloir être aimé, d'être valorisé, recevoir ce qu'il y a de bien en nous, ce que les gens apprécient chez nous. Par contre, on souffre peu les commentaires qu'on trouve tout de suite très condamnants, dévalorisants, humiliants parfois. Et forcément, quand on reçoit une critique, le mécanisme qui se met en œuvre quasiment instantanément sans qu'on le maîtrise, c'est de se dire que si cette personne, elle fait une critique, ou elle juge, ou elle condamne, parce que parfois on reçoit clairement des commentaires, et le commentaire et le regard, c'est pas tout à fait la même chose, encore qu'un regard peut avoir l'air condamnant. Cette idée que en fait la personne est malveillante, la personne nous veut du mal, elle nous a critiqué, c'est qu'elle nous veut du mal. Ça c'est l'espèce de conclusion tacite, alors qui passe par notre inconscient, rarement en conscience on se dit il nous veut du mal, ça passe par notre mécanisme de survie encore une fois, mais pourtant c'est bien ancré. Cette notion, en fait, de je veux qu'on voit le meilleur de moi, mais je ne veux surtout pas qu'on évoque le pire. Donc à quel point j'accepte l'idée d'être connue pour le meilleur, le pire et toutes les nuances de moi-même. À quel point j'accepte d'être reconnue pour ça. À quel point j'accepte que je suis dans ce changement permanent, et ça me fait penser à ce que Franck Lovey dit très souvent dans ses vidéos, et qu'il transmet, je crois, comme un enseignement, de dire est-ce qu'aujourd'hui on est capable d'entrer dans plus de conscience et de réaliser qu'on n'est pas dans un monde du ou, donc on est gentil ou méchant, on est beau ou moche, mais qu'on est les deux à la fois, et il appelle ça le monde du et. On est gentil et méchant, beau et moche, agréable et désagréable, tout ça en même temps, parce qu'on est tout à la fois en potentiel, et ce qui tient à nous dans notre action de vivre, c'est d'exprimer ce potentiel et de se choisir. Alors soit je choisis par mon inconscient, si vous reprenez encore une fois la biologie des croyances par exemple, on fonctionne avec 5% en conscience, et 95% de notre inconscient vit notre quotidien. Donc ça veut dire que 5%, si vous prenez une journée de 24 heures, 5% de conscience. Donc d'où la nécessité à un moment de reconnaître, identifier mes conditionnements, mes schémas de fonctionnement, pour identifier ce qui aujourd'hui me met dans des situations inconfortables, et de pouvoir axer mon action, mon choix conscient vers des nouvelles expériences qui vont me permettre petit à petit de moduler mon fonctionnement, de moduler mon schéma de pensée, mon schéma de croyance inconscient, pour pouvoir finalement coller à plus de discernement. Moi j'aime bien cette idée de changer les croyances, sauf qu'en fait si je passe d'une croyance dite négative à une croyance dite positive, et ben je suis encore dans cette polarité de je suis passée du moins ou je suis passée du plus au plus, pardon. Mais pourquoi à un moment on se dit pas
En fait, je sais que les polarités existent et j'ai envie de pouvoir découvrir toutes les nuances entre ces deux polarités. Et de reprogrammer mon fonctionnement, mes croyances, plutôt vers cette orientation-là. De se dire, c'est quoi le champ des possibles ? Si vous commencez à être de plus en plus conscient, en fait, dans des situations qui représentent des enjeux aujourd'hui dans votre quotidien sur cette notion de regard des autres, ça va être de pouvoir prendre un instant et de se dire qu'est-ce que je choisis là maintenant tout de suite ? De dire, de faire, d'être, de produire. Alors, je vous donne un exemple avec lequel on rigole beaucoup en atelier souvent, c'est est-ce que je serais capable de me mettre nue là et d'aller me balader tout nu devant les gens ? Alors si on s'en tient à la morale des hommes, à la loi des hommes, on ne peut pas le faire partout. Donc c'est pour ça que la notion de discernement elle est en jeu, parce que alors je peux le faire pour m'amuser et puis me faire mettre en garde à vue et puis expliquer que je voulais le faire pour m'amuser pour une expérience. Je peux tenter, si j'ai envie d'expérimenter le champ des possibles de la nudité face aux autres, faites-vous plaisir, allez dans un camp naturiste. Alors, on pourra faire une émission, une émotion sympa, ce lapsus, sur les camps nudistes et naturistes qui n'ont pas la même vocation. Je vous invite à aller chercher si vous avez envie. Ou une plage naturiste, par exemple. Alors, c'est vrai qu'être nu, quand il fait froid, c'est pas forcément plus agréable, encore que aujourd'hui il y a de plus en plus de stages sur le froid avec Iceman et des stages d'hormèse qui amènent les gens à se balader en slip dans la neige. Je trouve ça génial. Donc pourquoi pas aller expérimenter ça dans un cadre qui le permet en fait. On n'est pas obligé d'être en transgression de la loi des hommes pour faire des expériences dans la vie en réalité. Ça c'est une vue de l'esprit, ça c'est notre côté extrémiste encore une fois. Je cherche les extrêmes, les polarités. Donc pourquoi pas, si je prends une situation plus habituelle. Par exemple, mon ex-mari m'appelle pour me dire qu'il a un empêchement. D'habitude, mon fonctionnement, c'est d'hurler, de dire, voilà, comme d'habitude, de toute façon, on peut pas compter sur toi, t'es vraiment pas une personne fiable. Dans ma tête, ça dit, quelle énorme naze. Je me demande comment j'ai fait pour faire des enfants avec cette personne. Eh bien, si j'identifie, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, qu'est-ce qui se passe en moi ? J'identifie, tiens, je suis en train de le juger, tiens, je suis en train de vivre, de ressentir cette colère qui monte, ça me tord l'estomac, j'ai envie d'exploser. Ok, quel est mon besoin, quel est mon fonctionnement ? Pourquoi j'abats toute ma colère sur lui ? Pourquoi je fais de lui... quelque part mon souffre-douleur, même si j'estime dans ma vision que je suis la victime, mais pour autant j'abats ma colère avec mes mots sur cette personne. Et donc le regard des autres dans ce cas-là, c'est quoi ? La façon dont lui me regarde, la façon dont moi je le regarde, et à quel point finalement tout ce que je juge en moi, je le juge chez les autres. Et c'est peut-être pour ça que justement j'ai tellement peur d'être condamnée et punie par les autres, parce que j'ai pas conscience que moi-même je me juge en permanence au quotidien, je me condamne, je me dévalorise, j'ai pas confiance dans mes ressentis, toujours dans mes dimensions corps, émotion, esprit, et je perçois donc que certainement les autres sont comme moi, et donc c'est important que je les juge aussi et que je les condamne. Donc mon acceptation de l'idée d'être vue, elle passe par cette identification de schéma. Est-ce que j'accepte de ne plus coller à mon schéma ? Est-ce que j'accepte d'accueillir les choses différemment ? Si je reprends cette conversation avec mon ex-mari, je peux lui dire j'ai entendu ce que tu m'as dit, je vais gérer ce que j'ai à gérer. Merci, bonne journée, etc. Je ne suis pas obligée de monter dans les tours, en fait. Ça, c'est un choix inconscient ou conscient que je fais.
hein. On a le droit aussi de choisir consciemment de péter un câble, hein, ça se fait aussi. Je dirais même peut-être que c'est plus jouissif pour les sensations fortes à expérimenter. Encore une fois, recherche de polarité, recherche de nuances, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, hein. Si j'imagine à partir d'aujourd'hui que toutes les expériences que je vis avec les autres, c'est un champ d'expérimentation et que ça peut pas me blesser, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça change? Donc pour conclure, on a le choix, on a toujours le choix. On peut choisir d'agir, on peut choisir d'identifier. Il nous faudra prendre ce temps d'observation et un petit temps de silence toujours, un pas en arrière pour observer ce qui est en train de se jouer. Et à savoir, si on prend d'un point de vue physiologique, on est conçu pour toujours choisir ce qui nous permet de rester en vie. Donc si je choisis de me planquer parce que j'ai peur du regard des autres, je le fais pas contre moi, je le fais pour rester en vie. Parce que pour l'instant, dans mon fonctionnement, je n'ai pas les outils, les ressources nécessaires pour faire autrement. Elle commence là, la non-condamnation de soi, de reconnaître, pour l'instant je n'ai pas les ressources, comment je fais pour développer mes ressources. La stratégie de survie, elle est importante, c'est celle qui nous fait gagner le plus de secondes possible pour ce temps de silence, ce temps de recul, pour planifier mon action. Donc elle n'est pas toujours la plus confortable, cette stratégie de survie. Elle n'est pas toujours la plus douce, elle n'est pas toujours la plus agréable, mais c'est celle qui me permet de rester en vie. Donc à partir d'aujourd'hui, posez-vous la question, qu'est-ce qui me gêne dans le fait d'être vue? Et est-ce que je suis prête à veiller sur moi, à être bienveillante, à pouvoir m'accompagner dans l'amour au quotidien pour apprendre que le regard des autres, c'est celui que je leur donne. Merci pour votre écoute, j'espère que vous vous posez plein de questions et que vous avez trouvé vos propres réponses. N'hésitez pas à envoyer des suggestions de thèmes ou des commentaires et à bientôt pour un prochain épisode ou pas.